Amateur de voyages atypiques, c'est en regardant un documentaire télévisé que j'ai découvert la possibilité de voyager en très petit comité sur des navires de la marine marchande plutôt que de s'embarquer à bord de paquebots de croisière en compagnie de plusieurs milliers d'autres passagers. Après m'être documenté auprès de l'opérateur Mers et Voyages, j'ai opté pour effectuer une traversée depuis le port du Havre à destination de Malte à bord du cargo porte-conteneurs Corte Real de l'armateur français CMA CGM. Le navire est le troisième porte-conteneurs de la classe Christophe Colomb de CMA CGM. Sa longueur est de 366 mètres et sa largeur de 52 mètres. Sa capacité maximale de transport est de 160 000 tonnes. Le Corte Real peut transporter jusqu'à 13 880 EVP, équivalent 20 pieds. En d'autres termes, 13 880 conteneurs de 20 pieds de longueur, soit 6 mètres. Nous le voyons ici à quai, sous les portiques de chargement et déchargement de Marsachloc, le port de commerce de l'archipel maltais. Les cargos porte-conteneurs de CMA-CGM portent souvent le nom d'un explorateur, ainsi le Christophe Colomb ou le La Pérouse. Le Corte Real rend hommage à l'explorateur portugais Gaspar Corte Real qui, en 1500, conduisit l'exploration de l'Atlantique Nord et atteignit les côtes du Groenland. En 1501, il poursuivit son exploration jusqu'à atteindre les côtes du Labrador et de Terre-Neuve. Il disparut avec son navire sur le chemin de retour au Portugal. Sa statue figure sur le monument des découvertes à Lisbonne. Notre traversée, bien moins aventureuse, démarrera au port du Havre et se terminera au port de commerce de l'archipel maltais. Nous naviguerons à travers l'Atlantique, au large du golfe de Gascogne, puis des côtes de Galice et celles du Portugal. Après la traversée du golfe de Cadiz, nous entrerons en Méditerranée par le détroit de Gibraltar. Notre navigation se poursuivra au large des côtes d'Afrique du Nord jusqu'au canal de Sicile, à l'approche de Malte que nous atteindrons au bout de 5 jours. La date et l'heure d'embarquement sur un porte-conteneurs sont dépendantes des contraintes portuaires de chargement et déchargement des conteneurs. Mon embarquement étant prévu initialement pour le 29 juin, je m'étais organisé pour être au Havre dès le 28. Mon contact chez CMA-CGM m'ayant informé que je serais invité à monter à bord le 30 juin, cela me laissait du temps pour découvrir la ville du Havre et ses activités portuaires. La ville du Havre retient tout particulièrement l'attention par son architecture urbaine où dominent les constructions en béton et lignes droites, tant des immeubles que des voiries. Cette organisation architecturale provient de la reconstruction de la ville entre 1945 et 1964, après sa destruction quasi totale par les bombardements à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les plans sont l'œuvre de l'architecte Alphonse Perret. Depuis le 15 juillet 2005, Le Havre a été classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Il s'agit d'un des rares sites à l'architecture contemporaine ayant obtenu ce label. 2 monuments sont représentatifs de ce choix architectural. L'église Saint-Joseph, dont le clocher culmine à 107 mètres, et l'hôtel de ville, dont l'édile, lors de mon passage dans sa ville, ne savait pas que moins d'1 an plus tard, il deviendrait notre Premier ministre.
Pour ma visite du Havre, j'ai opté pour les mobilités douces, tramway et vélo de location. Le Havre est avant tout une ville portuaire dont les infrastructures sont situées sur la rive droite de l'embouchure de la Seine qui se jette dans la Manche. La tour de contrôle du trafic maritime et les portiques des grues dans le lointain sont représentatifs de l'étendue et de l'importance du domaine portuaire. L'inscription Le Havre, porte de l'Europe traduit la position privilégiée du Havre, premier port européen sur la route des cargos en provenance d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. Parmi le trafic portuaire, visite touristique du port. Transport des pilotes chargés d'accompagner les manœuvres d'entrée et de sortie du port pour les gros navires. Travaux de désensablement du chenal d'entrée et sortie du port. Remorquage ou poussage de barge. Liaison par ferry avec le Royaume-Uni à travers la Manche. Le Havre est le premier port de conteneurs de France, le 8e d'Europe. Des piles de conteneurs occupent les quais en attente de dédouanement et ou de transfert sur des porte-conteneurs ou sur des camions qui les transporteront à leur lieu de livraison. Une méthode astucieuse de recyclage des vieux conteneurs consiste à les transformer en logements pour étudiants. CMA-CGM signifie Compagnie maritime d'affrètement, Compagnie générale maritime. Il s'agit du premier armateur français et le troisième mondial. Le siège social de la compagnie est à Marseille. Des agences locales sont installées dans les ports de conteneurs, tels que celui du Havre. Extrait de mon carnet de voyage. Jeudi 30 juin 2016, 10h20. Je suis pris en charge à mon hôtel par un taxi agréé par les autorités portuaires. Jeudi 30 juin 2016, 10h45. Arrivé au terminal de France dans la zone portuaire Le Havre Port 2000, réservé au chargement et déchargement des conteneurs. Le chauffeur me dépose au pied de l'échelle de coupée du géant. Un marin qui l'a ailé se charge de ma lourde valise. Heureusement, car l'ascension de l'échelle est plutôt sportive, étroite, raide et de surcroît glissante à cause de la pluie fine qui tombe sur nous. Après avoir été accueilli par l'officier de bord et conduit à ma cabine par Marc, le steward philippin, je consacrerai la journée à découvrir mon nouvel environnement et à observer les manœuvres de chargement des conteneurs. Extrait de mon carnet de voyage. Je passe mon temps à l'extrémité du pont F, le corps terrial en compte 7, dont la passerelle de commandement plus le pont inférieur et la cale, soit en tout 9 niveaux. J'observe et photographie les opérations de chargement des conteneurs. Il s'agit d'un balai incessant de machines amenant les boîtes au pied du navire. Elles sont ensuite prises en charge par des portiques amovibles via lesquels elles sont déposées sur le porte-conteneurs
par pile de 7, soit 20 piles de conteneurs dans le sens de la largeur du cargo et 25 rangées dans le sens de la longueur. Extrait de mon carnet de voyage. Jeudi 30 juin 2016, 15h30. Séance d'information par l'officier en second sur les procédures à suivre en cas d'incendie et d'évacuation du navire. Au terme de la présentation, je dois répondre à un questionnaire en anglais pour démontrer que j'ai bien assimilé les consignes. Extrait de mon carnet de voyage. Jeudi 30 juin 2016, 21h30. Les grues des portiques ont été relevées. Le chargement du cortéréal est terminé. Je me rends donc sur la passerelle où s'organisent les préparatifs du départ. Les manœuvres de sortie du port doivent s'effectuer sous la direction d'un pilote local. Il s'agit d'un compatriote qui vient de monter à bord. Il donnera ses directives par radio aux 2 remorqueurs qui viennent de s'arrimer au cortéréal. Il est temps pour moi de vous présenter le programme de cette croisière pas comme les autres. Nous quitterons le terminal de France le vendredi 1er juillet 2016 à 0h20 pour naviguer à travers la Manche au large de la presqu'île du Cotentin et des îles anglo-normandes. Partageant le trafic intense du rail d'Ouessant, nous mettrons le cap vers le sud-ouest à travers l'Atlantique à 7 degrés de longitude ouest. Le samedi 2 juillet, notre trajet plein sud sera parallèle aux côtes de Galice et du Portugal. Le dimanche 3 juillet, après la traversée du golfe de Cadix, nous passerons le détroit de Gibraltar pour naviguer plein est à travers la Méditerranée au large des côtes d'Afrique du Nord. Le mardi 5 juillet verra notre entrée dans le canal de Sicile pour attendre le soir au large de l'archipel maltais notre admission dans le port de commerce de Marsachloc. C'est le mercredi 6 juillet au matin que je quitterai le cortéréal pour un séjour de 2 jours à la découverte de Malte. Ma vie à bord va s'organiser en assistante aux manœuvres de navigation depuis la passerelle de commandement en compagnie du personnel de quart. L'équipage est composé de 28 marins croates et philippins, occupant les postes d'officiers, cadets, personnel de bord, dont un cuisinier et un steward. Les moments de repos, de lecture et de rédaction de mon carnet de bord s'effectueront dans l'intimité de la très confortable et spacieuse cabine du seul passager que je suis. Afin de me maintenir en forme, j'utiliserai les équipements performants de la salle de sport du navire. Quant à la piscine, les hommes d'équipage m'ont informé qu'elle n'était mise en service qu'à partir du passage du canal de Suez. Depuis la passerelle supérieure, outre la vue sur le chargement du cargo,
je vais pouvoir observer le trafic particulièrement dense sur la Manche et l'Atlantique. Porte-conteneurs d'autres armateurs, cargos porte-grues, cargos pétroliers et gaziers. Extrait de mon carnet de voyage. Vendredi 1er juillet 2016, 22 heures. Quelques photos du coucher de soleil depuis la passerelle. Nous sommes à la latitude de l'île de Noirmoutier, loin des côtes françaises, à 7 degrés de longitude ouest. Extrait de mon carnet de voyage. Samedi 2 juillet 2016, 9h30. Équipé du casque de sécurité mis à ma disposition, je pars explorer les entrailles du mastodonte. Les portes d'accès au pont inférieur étant protégées par un digicode, je sollicite un marin qui me communique la combinaison. Le pont inférieur est en fait situé en dessous de la rangée inférieure de conteneurs, ceux-ci étant posés sur de solides poutrelles. Une étroite coursive fait le tour complet du navire, protégé côté mer par une simple rambarde. Aucun faux pas n'est permis. Le parcours, consistant à faire le tour complet du pont inférieur, représente une distance d'environ 800 mètres. Je prolonge mon exploration par l'ascension des escaliers qui relient entre eux les 7 niveaux de la structure centrale du bateau. Ce samedi 2 juillet 2016 en soirée avait lieu le match de quart de finale de l'Euro 2016 opposant l'équipe d'Allemagne à celle d'Italie. Les marins installent une antenne parabolique pour suivre le match à la télévision. Le résultat fut un match nul, 1-1. Intéressons-nous maintenant à ce qui est la raison d'être du navire sur lequel je me suis embarqué, les conteneurs. L'importance du chargement du cortéréal et la quantité d'autres porte-conteneurs avec lesquels il partage les routes maritimes nous fait prendre conscience de la dépendance quasi absolue des échanges commerciaux à ces boîtes dont les tailles en longueur les plus courantes sont de 20 pieds, soit 6 mètres, et de 40 pieds, soit 12 mètres. Devant nos yeux se déroule un des actes majeurs de la mondialisation. Le rôle de l'équipage est d'assurer leur arrivée à bon port, en parfait état, grâce à la surveillance du système d'arrimage et de l'alimentation électrique des conteneurs frigorifiques. Extrait de mon carnet de voyage.
Dimanche 3 juillet 2016, 10h15. Je suis invité à rejoindre le Ship Office, accompagné par Marvin, qui m'escortera pendant la visite de la salle des machines. Dimanche 3 juillet 2016, 10h30. Équipé de mon casque et d'un gilet fluo, je suis Marvin en direction de la salle des machines. Le chemin d'accès est matérialisé par un marquage au sol dont il est recommandé de ne pas s'écarter. Après une longue coursive qui longe le flanc du bateau et une porte sécurisée, nous entrons dans le local des mécaniciens où nous nous équipons de protection pour les oreilles. Un mécanicien se joint à nous pour nous guider dans un dédale d'escaliers et de salles. Nous arrivons au cœur de la machinerie où un immense moteur entraîne l'arbre d'hélice dans un bruit assourdissant. Il nous montre ensuite les puissants générateurs et les transformateurs qui alimentent toutes les parties du cargo en électricité. Un bref passage à la salle des commandes et nous reprenons la coursive en sens inverse. Extrait de mon carnet de voyage. Dimanche 3 juillet 2016, 14h45. De retour sur la passerelle, j'aperçois très nettement sur notre droite des montagnes. Au fur et à mesure que le cortéréal avance, le paysage de cette côte devient plus net. Une ville apparaît avec des équipements portuaires. Il s'agit de Tanger, à l'extrême nord-ouest du Maroc. Mon smartphone captant un réseau de téléphonie mobile marocain, j'en profite pour envoyer ma position à des amis. Dimanche 3 juillet 2016, 15h30. Comme prévu, nous franchissons le détroit de Gibraltar. À notre gauche se distinguent dans une brume de beau temps les côtes espagnoles. Autour de nous, le trafic est particulièrement dense. Gros pétroliers et gigantesques porte-containers au milieu desquels quelques bateaux de pêche font figure de coquilles de noix. Dimanche 3 juillet 2016, 16h. Le détroit franchi se profile sur notre gauche le rocher de Gibraltar. Petit territoire britannique à l'extrême sud de l'Espagne, nous naviguons désormais sur la Méditerranée en suivant un cap plein est. Je compose un message informant mes amis du franchissement du détroit de Gibraltar. Le détroit de Gibraltar franchi. Notre navigation se déroulera cap à l'est, au large des côtes d'Afrique du Nord. À la longitude du golfe de Tunis, nous entrerons dans le canal de Sicile, en approche de l'archipel maltais, où le commandant prévoit d'accoster le mardi 5 juillet en soirée. Extrait de mon carnet de bord. Mardi 5 juillet 2016, 13h. Conformément aux prévisions, nous naviguons au large de l'île de Pantelleria. Sur la passerelle, j'entends les messages radio dont certains sont en italien. Plusieurs mentionnent une autre île du secteur, beaucoup plus connue, Lampedusa. Située à 72 km au nord des côtes tunisiennes et à 101 km au sud de la Sicile, l'île de Pantelleria et ses 83 km²
est rattachée à la province sicilienne de Trapani. Elle est célèbre pour sa production de capres et ses vignobles de Moscato, propriété de certaines célébrités telles Carole Bouquet et Gérard Depardieu. Extrait de mon carnet de voyage. Mardi 5 juillet 2016, 17h. Dans le lointain commencent à se distinguer les falaises blanches de l'île de Gozo, la plus à l'ouest des 3 îles qui constituent l'archipel maltais. Le Corté Real commence à réduire sa vitesse en vue des manœuvres d'entrée au port. Mardi 5 juillet 2016, 18h. Le repas du soir avalé, je remonte sur la passerelle. Les côtes de l'île de Malte se sont rapprochées. Des navires nous précèdent, d'autres nous suivent, tous avançant très lentement. Des échanges radio ont lieu entre le Corté Real et les autorités portuaires. Le commandant Goran vient m'annoncer qu'en raison d'un trafic important dans le port de Marsachloc, notre accostage est retardé. Il n'aura lieu que demain matin vers 4h30. J'ai donc le temps de faire une dernière lessive et de lire avant d'entamer ma dernière nuit à bord. Extrait de mon carnet de voyage. Mercredi 6 juillet 2016, 5h. Le Corté Real est resté toute la nuit au large de Marsachloc, le port de commerce de l'île de Malte. Sûrement que le pilote a dû monter à bord vers 3h du matin et effectuer les manœuvres d'accostage. Des hublots de ma cabine, j'aperçois des portiques de manutention identiques à ceux du Havre. Nous sommes à quai. Extrait de mon carnet de voyage. Mercredi 6 juillet 2016, 8h15. Je prends congé de Marc, le steward, qui m'accompagne jusqu'au ship office, où je salue cordialement les hommes de quart. Un marin prend en charge ma lourde valise pour la déposer en bas de l'échelle de coupée, que je descends avec un pincement au cœur. J'ai le sentiment de quitter une famille. Mercredi 6 juillet 2016, 8h30. Je suis en bas de l'échelle de coupée, au pied du Corté Real et des portiques de manutention qui sont en marche depuis tôt ce matin. Je guette l'arrivée du taxi tout en discutant avec un docker. Mercredi 6 juillet 2016, 8h45. Mon taxi arrive et me prend en charge. Nous sortons de la zone portuaire après avoir présenté mon passeport au poste de garde, direction La Valette, capitale de Malte. L'archipel maltais est composé de 3 îles, dont la principale est l'île de Malte. Viennent ensuite l'île de Gozo et l'îlot de Comino. Les vestiges des premières populations datent d'environ 5900 ans avant Jésus-Christ. Par sa situation centrale en Méditerranée, Malte a subi l'influence de nombreuses civilisations. État membre du Commonwealth à partir de 1964, la République est proclamée en 1974. La République maltaise devient membre de l'Union européenne le 1er mai 2004, intègre l'espace Schengen le 21 décembre 2007 et la zone euro le 1er janvier 2008. Avec une superficie de 316 km² et une population de 520 000 habitants, Malte est le plus petit pays de l'Union européenne. Je consacrerai le premier jour de mon séjour à visiter la capitale La Valette, et grâce à un réseau de bus publics particulièrement dense et bien organisé, j'irai à la découverte de la côte sud-est de l'île de Malte pour déjeuner d'un plat de poisson au port de pêche de Marsachloc. Après une randonnée côtière, j'irai déguster une bière locale sur la plage non-fumeur de Birzebuga, d'où je pourrai saluer une dernière fois le Corté Real, stationné à quelques encablures. Le deuxième jour, je m'embarquerai sur le ferry dans le petit port de Sirkewa
pour aller visiter l'île de Gozo et sa citadelle de Victoria. Extrait de mon carnet de voyage. Mercredi 6 juillet 2016, 9h30. Le chauffeur me dépose à l'hôtel Castille, en plein cœur de La Valette, avec une vue remarquable sur le port dans lequel est amarré un navire de la compagnie MSC Croisière. Je confie mes bagages au concierge de l'hôtel car à cette heure matinale, les chambres ne sont pas encore disponibles. Nous remarquerons au passage une frégate de la Marine nationale française à quai à proximité du paquebot de croisière. Il s'agit de la frégate Aconite dont l'indicatif est le numéro 713. Depuis la place de Castille, au pied de mon hôtel, la vue s'étend sur le port et au-delà du port. Aussi loin que porte le regard, l'on est interpellé par l'importance des édifices fortifiés qui dominent le paysage urbain de La Valette. Ainsi, le fort Saint-Ange, dont la construction aurait commencé au XIIIe siècle. Place de Castille, ce bâtiment de style baroque, édifié de 1571 à 1574, se nomme l'Auberge de Castille, de Léon et du Portugal. Sa vocation était d'héberger les hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il abrite de nos jours les services du Premier ministre de la République de Malte. Bien qu'étant une république, l'État maltais a conservé quelques traditions des 150 ans de protectorat britannique, comme la relève de la garde devant le palais présidentiel, ainsi que la conduite à gauche en matière de circulation automobile. Lors de la visite des rues étroites de La Valette, on ne peut passer à côté des magnifiques balcons de bois qui ornent la devanture des maisons. Ce détail architectural est caractéristique de Malte. L'origine de ces balcons reste toujours un peu nébuleuse, mais on ne peut ignorer la théorie de l'origine arabe, car la ressemblance avec le moucharabier est évidente. Édifié en 1533 à l'initiative des chevaliers de Saint-Jean, le fort Saint-Elme fut assiégé en 1565 par les troupes ottomanes, épisode connu sous le terme de Grand Siège de Malte. Les Maltais et les chevaliers opposèrent une résistance farouche qui leur valut la victoire sur l'armée turque. Le fort Saint-Elme constitue la fortification emblématique de La Valette. La côte rocheuse au pied du fort Saint-Elme est elle-même protégée par des fortifications. Dans une petite crique abritée par les remparts, ont été édifiées quelques cabanes de pêcheurs. Le long de cette côte, un monument singulier se distingue. Il s'agit du mémorial de la cloche du siège, rendant hommage à la résistance maltaise lors de la Seconde Guerre mondiale et plus généralement à tous les défenseurs de Malte à travers l'histoire. Plus loin, le long de la côte, on trouve le bastion Sainte-Barbara qui prolonge les fortifications jusqu'à l'entrée du grand port de La Valette. On retrouve sur l'autre rive du port le fort Ricasoli. Le bastion Sainte-Barbara est dominé par les jardins de la Baraka,
havre de verdure et de fraîcheur fort appréciable sous la canicule de ce début juillet 2016. Construit en 1810, ce monument de style néoclassique, dont l'architecture s'inspire de l'Antiquité gréco-romaine, est un mémorial en hommage à Sir Alexander Ball, plusieurs fois commissaire civil de Malte, au titre de représentant de la couronne britannique. Les clochers et coupoles des églises de ce quartier de l'autre côté du port de La Valette sont représentatifs du style baroque des édifices religieux de Malte. Les portes d'entrée dans la vieille ville de La Valette étaient protégées par des bastions défensifs, tel celui-ci dénommé Bastion de Saint-Jacques. Touristes et populations locales déambulent rue de la République, fort animés et pourvus de nombreuses enseignes commerciales. Cette plaque commémorative, posée le 9 mai 2007, jour de l'Europe, célèbre les 50 ans du traité de Rome, acte fondateur de la Communauté économique européenne et désormais prolongé par l'Union européenne, dont Malte est le plus petit pays membre. Le texte, qui cite entre autres la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité, est rédigé dans les deux langues officielles de Malte, le maltais et l'anglais. Le maltais est une langue sémitique ancienne, rattachée à la même famille de langues que l'arabe, mais dont l'écriture utilise l'alphabet latin, complété par quelques symboles tels que le point suscrit. Cet édifice, dont la construction a été réalisée entre 2011 et 2015, abrite désormais le Parlement maltais. Il s'agit de la Maison du Parlement, dont l'architecture est mise en valeur par cet éclairage nocturne. Extrait de mon carnet de voyage. Mercredi 6 juillet 2016, 22h. Poursuivant ma flânerie, je suis attiré par des chants et de la musique. Sur une scène en plein air, dans le cadre majestueux de la place de la Liberté, un spectacle de chants traditionnels maltais est donné en présence de la télévision nationale. J'apprécie les qualités vocales des interprètes, accompagnés par un orchestre. Marsachloc est non seulement le port de commerce où j'ai débarqué du Corté-Réal ce mercredi matin 6 juillet 2016, mais c'est aussi un port de pêche dans lequel nous allons trouver ces barques de pêcheurs typiques de Malte qui se distinguent par leur peinture à base de couleurs primaires dans les tons très vifs. Je savoure un plat de poisson sur le quai à proximité de ces embarcations aux couleurs chatoyantes, dont le nom local est l'ouzou, ainsi qu'en face de ce groupe de statues représentant un pêcheur de retour de pêche, attendu par ses enfants, et son chat attiré par l'odeur du poisson. Deux pêcheurs protégés du soleil par cette toile fixée au-dessus du poste de pilotage partent à bord de leur louzou maltais pour pêcher au large.
Dans l'intention d'apercevoir le Corté-Réal dans le port de commerce, j'entame une randonnée côtière qui me permettra de m'en approcher. Mon parcours me permet de découvrir et d'approcher le fort Saint-Lucien, édifié entre 1610 et 1611 à l'initiative des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean sur un promontoire qui fait face au port des conteneurs. Poursuivant ma randonnée au plus près du rivage, je reconnais le Corté-Réal sous les portiques de chargement et déchargement. À cette distance, je dispose de suffisamment de recul pour le photographier dans toute sa longueur. Au terme de mon parcours, je m'installe à la terrasse d'un café pour déguster une bière locale au bord de la plage non-fumeur de Birzébuga, à quelques encablures du Corté-Réal. Extrait de mon carnet de voyage. Jeudi 7 juillet 2016, 8 heures. Petit déjeuner copieux et varié pris sur la terrasse panoramique au 5e étage de l'hôtel Castille. Tout en contemplant la cité fortifiée, je décide du programme de la journée. Ce sera la visite l'île de Gozo. Via le bus numéro 42 du réseau public maltais, je rejoins le petit port de Sirkewa, d'où je prendrai le ferry qui assure la navette avec le port de Mgar, porte d'entrée de l'île de Gozo. La visite de Victoria, capitale de Gozo, et de sa citadelle occupera la majorité du temps passé sur l'île. Dominant la côte, une construction attire l'attention, essentiellement par sa couleur rouge qui la différencie des autres forts côtiers de Malte. Il s'agit de la tour Sainte-Agathe, appelée aussi tour rouge, construite entre 1647 et 1649 à l'initiative des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean. Elle a fait l'objet d'une restauration importante entre 1999 et 2001. L'itinéraire du ferry qui nous transporte sur l'île de Gozo passe au pied des falaises de l'îlot de Comino. La superficie de celui-ci est de 2,7 km², sa population permanente de 3 habitants, son territoire est classé Natura 2000. Vue depuis son port, la petite ville de Mgar interpelle par la densité d'édifices religieux, entre autres un sanctuaire dédié à Notre-Dame de Lourdes. 93% de la population maltaise est catholique pratiquante. Le nom initial de la capitale de l'île de Gozo est Ir Rabat, ou plus simplement Rabat, encore utilisé de nos jours par les habitants. En 1887, l'archipel maltais étant sous protectorat britannique, le nom de Victoria lui fut attribué en hommage à la souveraine britannique, la reine Victoria. La ville de Victoria est dominée par la citadelle, ensemble fortifié dont les constructions les plus récentes datent de 1603. Dans l'enceinte de la citadelle se trouve la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, datant du XVIIe siècle. Du haut des fortifications, la vue s'étend sur le paysage méditerranéen écrasé par la chaleur de juillet. L'aridité des parcelles et les habitations aux toits en terrasse évoquent les paysages bibliques du Proche-Orient.
Dans l'enceinte de la citadelle, ruelles étroites, murailles en pierre sèche, bas-reliefs et armoiries offrent une ambiance de monde minéral écrasé de soleil et de chaleur. Dans une ruelle de la ville au pied de la citadelle, un patio agrémenté de plantes verdoyantes constitue un îlot de fraîcheur après la déambulation au sein des fortifications. Avant de me rembarquer, j'effectue une petite randonnée côtière qui me permet d'apprécier les nuances de bleu de l'eau. Je poursuis par un sentier raide jusqu'au fort Chambray qui domine le port de Mgare. Le point de vue sur la côte, sur l'île de Gozo et sur l'îlot de Comino récompense les efforts qu'il a fallu fournir durant l'ascension sous la canicule. Cette fortification côtière doit son nom à Jacques-François de Chambray, chevalier français de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui en finança la construction au XVIIIe siècle. La descente vers le port s'effectue entre des murs de pierre sèche sur lesquels poussent des figuiers de Barbarie, dont l'un offre sa fleur à une abeille butineuse. Le port de Mgare accueille, outre le ferry assurant la liaison avec l'île de Malte, quelques bateaux de plaisance, dont certains yachts de luxe. Les eaux translucides de la Méditerranée nous rappellent que les côtes maltaises sont prisées des amateurs de plongée sous-marine. L'archipel compte plusieurs sites de plongée réputés. Extrait de mon carnet de voyage. Vendredi 8 juillet 2016, 10h30. Je rejoins la gare routière des transports publics maltais et m'embarque dans le bus numéro X4 qui dessert l'aéroport. Extrait de mon carnet de voyage. Vendredi 8 juillet 2016, 15h. La porte d'embarquement à destination de Paris-Orly-Ouest est annoncée. La plupart des passagers qui attendent sont en majorité des compatriotes rentrant de vacances à Malte. Vendredi 8 juillet 2016, 15h20. Nous sommes invités à monter dans un bus qui nous conduit au pied de la passerelle d'accès à l'avion. Il s'agit d'un Airbus A320. Extrait de mon carnet de voyage. Vendredi 8 juillet 2016, 15h50. Décollage. Nous survolons La Valette, les côtes nord-ouest de l'île de Malte, l'îlot de Comino, l'île de Gozo. Au bout de quelques minutes, d'autres côtes apparaissent à notre droite. Il s'agit des côtes siciliennes. Puis ce sera la Sardaigne, la Corse du Sud et un peu plus tard les côtes françaises, puis les Alpes. Dernier extrait de mon carnet de voyage. Vendredi 8 juillet 2016, 18h20. Atterrissage à Paris-Orly-Ouest. Les formalités accomplies et les bagages récupérés, je prendrai la navette de Dizelan pour rejoindre un ami qui viendra me chercher à la gare de RER de Val d'Europe. Je suis de retour en France. La présentation de cette croisière pas comme les autres a bénéficié de l'accompagnement musical suivant. Conquest of Paradise de Vangelis, musique du film 1492. Ouverture de l'opéra La Flûte enchantée de Mozart. Quintette pour clarinette de Mozart. Una voce poco fa, extrait de l'opéra de Barbier de Séville de Rossini. Casta diva, extrait de l'opéra Norma de Bellini. Concerto pour flûte et harpe de Mozart. Ouverture de l'opéra Nabucco de Verdi. Va pensiero, extrait de l'opéra Nabucco de Verdi.
Je tiens à remercier tout particulièrement le personnel de Mers et Voyages, le personnel havré de CMA-CGM, le capitaine Goran Perpic, commandant du Cortéréal, tous les membres de l'équipage du Cortéréal, la population de l'archipel maltais. Merci à vous tous et toutes, public de l'Agapé. Si cette croisière pas comme les autres vous a inspiré, cet ouvrage, le guide des voyages en cargo et autres navires, vous est recommandé.